La question que je vais poser aujourd'hui, c'est finalement d'où vient le fait que la terre ait pu être appropriée de manière privative. Merci à l'organisation de Philosophia, toujours aussi extraordinaire. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la terre, mais plutôt d'un point de vue politique, peut-être un peu moins d'un point de vue écologique et environnemental. C'est ça, disons, ma marque de fabrique, puisque je viens plutôt de l'histoire de la philosophie, et comme on vous l'a rappelé, du XVIIIe siècle en particulier, qui du coup sera notamment présent dans mon propos. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup, il y a des théories, des pratiques, on parle beaucoup du commun, des biens communs. Et disons que la question qui, moi, va m'intéresser aujourd'hui se situe un peu en amont de ces discours et de ces pratiques, puisque la question que je vais poser aujourd'hui, c'est finalement d'où vient le fait que la terre ait pu être appropriée de manière privative. Qu'est-ce qui a, en quelque sorte, autorisé, qu'est-ce qui a permis de justifier l'appropriation à la fois primitive et privative de la terre? Et c'est une question que les philosophes se posent depuis très longtemps, en particulier depuis la scolastique médiévale, mais qui est vraiment revenue sur le devant de la scène philosophique au XVIIe et au XVIIIe siècle, avec une acuité particulièrement forte. Et donc, la question qui se pose, c'est tout simplement, qu'est-ce qui permet à un individu ou à une communauté, on pourrait dire, d'enclore son champ, de construire un fossé ou de mettre des pieux autour de son champ, et finalement de s'approprier les ressources végétales, animales, minérales, qui sont associées à la possession d'un sol. Donc je vais aborder la question de la terre, et la terre pour moi, ça sera l'ensemble des écosystèmes, l'ensemble des habitats, l'ensemble des ressources végétales, minérales, animales, qui donc constituent la totalité de notre globe. Mais la terre, ça sera aussi et d'abord le sol, c'est-à-dire la terre matérielle, et la question de savoir pourquoi on a pu enclore les fonds, ce qu'on appelle les fonds de terre, qu'on oppose aux fruits de la terre. Et donc, il faut repartir simplement à titre introductif d'une division très utile qui avait été introduite par le droit romain. Et cette distinction, qui a été ensuite mobilisée par toute l'histoire de la philosophie, c'est la distinction entre les choses communes et les choses qui n'appartiennent à personne. Donc le droit romain introduit une tripartition dans le droit civil, dans le droit des biens, entre les res propria, ce qui a un propriétaire légal, la res ou les res nullius, les choses de personne, celles qui, en réalité, sont véritablement sans maître, c'est l'expression qu'on utilise, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de propriétaire, mais qui pourront peut-être un jour être appropriées par certains. Et enfin, dernière catégorie, la res communis, c'est la chose commune qui, par sa nature, n'appartient à personne et est en quelque sorte inappropriable. Et donc, il faut bien distinguer, on y reviendra, les choses qui n'appartiennent à personne, et on a encore ça dans le droit français, c'est-à-dire les choses sans maître, qui correspondent par exemple à des espaces vacants, mais qui peuvent être en attente d'une appropriation, et d'un autre côté, les choses véritablement communes, qui, de par leur essence, appartiennent à tous et ne peuvent être appropriées. Et donc, la question que pose finalement la philosophie politique, c'est comment se fait-il, qu'à partir de la possession commune de la terre par le genre humain, comment se fait-il si l'humanité, en quelque sorte, possède d'abord la terre en commun, c'est-à-dire comment faire à partir de ce communisme primitif pour justifier la division et le partage des terres? Qu'est-ce qui permet de le justifier philosophiquement? Et c'est une question qui s'est posée de manière récurrente dans l'histoire de la philosophie. Alors, je vais m'intéresser à un moment très particulier de ce débat philosophique, on ne peut pas parler de tout, qui est la question, disons, qui s'est posée à partir du XVIIe siècle, et notamment la question qui s'est posée à partir d'un philosophe anglais, John Locke, au XVIIe siècle, qui va avoir des répercussions énormes, au moment où John Locke va commencer par justifier cette appropriation primitive des terres, non plus, c'était l'argument le plus classique qu'on retrouvait avant, par le consentement unanime du genre humain. Alors cette idée d'un consentement unanime du genre humain, évidemment, elle est un peu mythique. Vous imaginez que tout le monde ne s'est pas réuni et n'a pas dit « oui, d'accord, on va partager les terres ».
Mais c'était quand même la justification philosophique primordiale, le consentement universel du genre humain. Locke va dire non, nous n'en avons pas besoin, pour des raisons que je vais évoquer dans un instant, et il va justifier l'appropriation primitive de la terre par le travail. Et donc, ce que je voudrais étudier, c'est ce moment philosophique, à la croisée, dans l'histoire de la philosophie occidentale, à la croisée du XVIIe et du XVIIIe siècle, où Locke a proposé que le travail justifie l'appropriation primitive des terres, et inversement, où Rousseau, en quelque sorte, s'est opposé à cette idée d'une appropriation primitive fondée sur le seul travail. Et on verra quels sont les arguments qui lui permettent, disons, de justifier une autre vision de l'appropriation et de nuancer les propositions de Locke. Alors, propositions de Locke qu'aujourd'hui on qualifie d'individualisme possessif, même si on peut discuter de la pertinence de cette qualification. Enfin, je verrai très rapidement, malheureusement on a peu de temps, quelles sont dans un troisième temps les possibilités qu'ouvre cette fois-ci la philosophie de Kant quant à l'idée selon laquelle la possession originaire commune de la terre oblige l'humanité à introduire une certaine forme de droit et même une certaine forme de devoir qui concerne, on pourrait dire, les migrations et la question de la colonisation. Et comme vous pourrez le constater, cette question de la colonisation, puisqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, on est vraiment au moment où l'Europe s'étend à l'échelle du monde, cette question de la colonisation va être au cœur de mon enquête. Alors, premier moment, si vous voulez, pour, disons, entrer en matière, nous savons qu'aujourd'hui, la justification de la propriété privée que nous avons n'a pas existé de toute éternité, et même qu'elle a été vraiment posée comme un problème philosophique. Qu'est-ce qui permet de justifier l'appropriation privative des terres? Alors, ce qui est très original dans le traité du gouvernement civil, le second traité du gouvernement civil de Locke, c'est véritablement la proposition qu'il a de justifier cette appropriation par le travail. Et il faut bien voir que Locke s'inscrit dans un cadre qu'on peut nommer théologique, où il existe pour tous les hommes une loi morale, une loi naturelle, que les hommes ont donnée à l'humanité, et qui leur ordonne un certain nombre de choses, et notamment toutes les créatures humaines sont soumises à la loi divine qui leur dit qu'il faut qu'elles se conservent, et qu'elles conservent, dans la mesure du possible, le reste du genre humain. Donc la conservation de l'humanité et la conservation du genre humain, ce sont des commandements divins. On pourrait dire que ce n'est pas seulement de la morale humaine, c'est véritablement un commandement qu'on ne peut pas légitimement violer. Or, nous dit Locke, avant l'institution des États, dans ce qu'il appelle l'état de nature, donc cette vie prépolitique de l'humanité, avant l'institution des États et même avant l'institution de la monnaie, j'y reviendrai tout à l'heure, eh bien, cet impératif de se conserver, de conserver l'humanité, implique la fin du communisme primitif. Locke nous dit que le communisme primitif n'est pas viable. La terre ne peut pas être à personne, elle ne peut pas être à tous, et pour une raison bien simple, qui est que, nous dit Locke, et c'est une formule qui a fait date, ce qui est commun n'est d'aucun usage. Which is common is of no use. Aucun usage. Alors pourquoi d'aucun usage? Parce que, nous dit Locke, en fait, si l'on veut travailler la terre, et en particulier il pense non plus aux communautés nomades de chasseurs-cueilleurs, mais véritablement aux communautés de pasteurs et surtout d'agriculteurs, si l'on veut travailler la terre, si l'on veut semer et récolter, il faut enclore son champ et il faut pouvoir en quelque sorte, disons, avoir la perspective de pouvoir profiter des gains de son travail. Et donc, Locke va nous fournir une justification philosophique véritablement nouvelle et originale de l'appropriation par le travail. Non pas, ce qui était l'autre justification traditionnelle, par le droit du premier occupant. Le premier arrive, il enclôt le champ, il dit « c'est à moi », on y reviendra, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce qui donne véritablement le droit de posséder une parcelle de terre, un lopin de terre, c'est le fait de la travailler.
Et ça, Locke le justifie, c'est un argument très classique, très connu en philosophie politique. Au chapitre 5 du second traité, il le justifie par la propriété de soi, par la propriété de son corps. Et c'est parce que l'on possède son corps, parce que l'on possède tout ce que son corps produit et mélange à la nature, c'est parce que l'on possède tout ce que l'on s'approprie grâce à l'effort, et Locke insiste sur l'effort, la peine de son corps, que l'on peut légitimement s'approprier, alors non seulement la terre, mais aussi les fruits de la terre. Et c'est très intéressant parce que ça justifie aussi bien la chasse et la cueillette. Si l'on attrape une pomme, ça c'est un travail. Si l'on tue un animal, c'est un travail. Et Locke nous donne aussi bien l'exemple d'un Indien qui chasserait, il a la possession sur sa venaison. Donc, on a la propriété des ressources de la terre, mais lorsque les communautés se sédentarisent et lorsque les communautés deviennent des communautés agricoles, cette possession des fruits de la terre va devenir nécessairement une possession des fonds. Donc plus seulement la jouissance des fruits, mais la possession et même la propriété, dit Locke, des fonds. Et ça, c'est véritablement un argument décisif, qui est tout entier fondé sur l'idée que, en réalité, c'est conforme à la loi naturelle, et ajoute Locke, il n'y a qu'une condition, mais elle est fondamentale, pour que cette appropriation soit véritablement légitime, c'est qu'il faut respecter le fait que les autres hommes en aient assez, en quantité et en qualité. Ils doivent avoir, dit Locke, enough, at least where there is enough, and as good, aussi bon, left in common for others. Ce qui doit être commun, ce qui doit rester in common, en commun, c'est ce qui est, en quelque sorte, suffisant pour nourrir, pour permettre au reste de l'humanité de survivre. Et à cette condition, nous dit Locke, on n'a pas besoin du consentement unanime du genre humain pour justifier l'appropriation. Il suffit du travail. Prendre une terre et la travailler, à condition de ne pas gaspiller et de laisser aux autres assez. Alors Locke nous dit aussi qu'en réalité, après l'invention de la monnaie, ce petit bout de métal jaune qui va tout changer, tout va être transformé et les règles et les limitations à l'appropriation vont toutes partir, s'évaporer, si bien qu'en réalité, les individus vont pouvoir cette fois-ci véritablement accumuler. Alors toute la question est de savoir ce que signifie ce « assez ». Qu'est-ce que ça veut dire avoir assez, laisser assez, de manière à ce que la propriété ne soit pas un vol, ne soit pas un tort qui soit commis à l'égard du reste de l'humanité? Qu'est-ce que c'est que ce assez? Et c'est là, évidemment, que les débats s'introduisent. Parce qu'en réalité, et vous le savez sans doute, il y a toute une lecture récente des auteurs, et notamment de Locke, qu'on appelle la lecture post-coloniale, qui a consisté à dire, mais bon, assez où ça, puisque en réalité, cet argument de la plantation, du travail des terres, a permis de justifier notamment la colonisation des Amériques, et en particulier, c'était l'argument principal qui a été utilisé par les colons anglais, par opposition aux colons français ou aux colons hispaniques, qui avaient d'autres justifications essentielles de la colonisation. Les colons anglais ont essentiellement justifié leur colonisation des terres amérindiennes par l'argument de la propriété des terres. La propriété par la plantation, l'usage de la plantation comme justification. Et donc, bien sûr, de nombreuses relectures contemporaines nous disent l'appropriation des colons signifie l'expropriation des populations amérindiennes, et donc évidemment dire que la propriété n'est pas un vol parce qu'on laisse assez aux autres, c'est évidemment un argument douteux, puisqu'il suffit de clôturer des terres, sur le modèle des enclosures, qui ont existé depuis la fin du Moyen-Âge et qui se sont précipités au XVIIe et au XVIIIe siècle. Il suffit d'enclore les terres pour exproprier toute autre personne et leur interdire leur usage. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est précisément la contestation de cet argument. Cet argument de la plantation
et ses conséquences sur la colonisation. Parce qu'aujourd'hui, on a une image très déformée souvent des Lumières, alors c'est à l'échelle internationale, mais c'est aussi en France, avec cette image que les Lumières sont associées à une sorte de rationalisme naïf, de progressisme ingénu, et que, voilà, ils ont contribué à leur manière à la défense de la colonisation, notamment, c'est un argument qu'on entend souvent. Je voudrais dire qu'il y a quand même des auteurs, hein, pas les moins connus, qui ont vraiment milité de manière très ardente contre les arguments sophistiques en faveur de la colonisation, et en particulier des Amériques. Et c'est le cas de Rousseau. Donc je vais m'intéresser un instant. Rousseau est un des auteurs qui m'est le plus cher par ailleurs, mais c'est un auteur extraordinaire parce qu'il a réussi en même temps à introduire deux arguments sur le devant de la scène philosophique. Premièrement, ce qu'on peut appeler la question sociale. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui n'ont plus de terre, pas de terre, qui ont été dépossédés de l'usage des terres, dit-il, sans avoir rien fait de mal? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui, simplement, du fait de la logique et de la course à l'appropriation, une fois que la terre a été saturée, c'est-à-dire une fois qu'on a finalement colonisé toute la terre, et une fois qu'on s'est approprié toutes les parcelles de terre, qu'est-ce qu'on fait de ces gens sans terre? Et Rousseau invente un nom qui va être ensuite repris dans toute la tradition marxienne, qui est le nom de surnuméraire. Qu'est-ce qu'on fait des surnuméraires? De ceux qui n'ont pas été peut-être assez rapides, peut-être assez talentueux, peut-être assez violents, pour réussir dans la conquête de l'espace terrestre. Et aujourd'hui, on pourrait poser la même question à propos de l'espace céleste, puisque c'est la course à l'espace qui vient de nouveau nous interroger sur les limites de l'appropriation. Donc Rousseau, dans le second discours, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, un texte ultra célèbre, qui consiste à reconstituer le discours du premier homme qui a enclos une terre. Donc c'est une manière de critiquer implicitement Locke, vraisemblablement, et Rousseau écrit « Le premier qui nous a dit « ceci est à moi » et qui a enclos une terre », celui-là, Rousseau le qualifie à la fois d'imposteur et en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est une ambiguïté passionnante, de vrai fondateur de la société civile. Donc le premier qui finalement a décrété l'appropriation primitive des terres, et pas seulement des fruits de la terre, celui qui a dit « ceci est à moi », ce performatif-là, c'est celui qui a finalement en même temps été un imposteur, puisque Rousseau nous dit que de crimes, de guerre, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain, celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables, gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Donc Rousseau nous dit, c'est un imposteur, mais en même temps, c'est un fondateur. Et Rousseau y insiste encore plus dans le contrat social, il ne peut pas y avoir de société sans propriété privée. Donc on a les deux versants, si vous voulez. Évidemment, tout ne peut pas être commun. Il y a toute une série de raisons pour lesquelles Rousseau, lui aussi, considère que la propriété privée joue un rôle pour désarmer le chaos, le brigandage, le pillage. Mais en même temps, il est très conscient que l'accroissement des inégalités et l'accumulation qui suit la course folle à l'appropriation des terres va nécessairement créer des meurtres, des pénuries, des misères qui sont en quelque sorte exponentielles, qui s'aggravent et qui causent la servitude et la misère de tout le genre humain. Donc ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait frappant. Et alors, ce sur quoi je voudrais m'arrêter, c'est la conscience que Rousseau a de ceci, non seulement pour l'Europe, mais aussi pour le reste du monde. Et ce sont des textes qui sont moins souvent mobilisés. Rousseau est tout à fait conscient que la justification lockienne de l'appropriation peut servir pour la colonisation des terres, notamment amérindiennes. Mais on pourrait étendre, bien sûr, à l'Afrique et à l'Asie, qui deviendront ensuite, évidemment, l'objet de la colonisation européenne. Rousseau écrit, dans le contrat social, cette fois, où il justifie encore davantage l'appropriation, il dit que pour autoriser cette appropriation, il faut des conditions très strictes. Et il les énumère. Premièrement, dit-il, il faut que le terrain qui est approprié
ne soient encore habitées par personne. Donc il faut que ce soit vraiment des terres sans maître, des vraies terres vacantes, et pas simplement des terres, disons, où il y a quelques Indiens dessus qu'on va chasser un peu plus loin, parce qu'ils n'ont pas de titre de propriété ou parce que leurs titres sont seulement coutumiers et pas véritablement fondés sur du droit positif. Deuxième condition, qu'on n'en occupe que la quantité dont on a besoin pour subsister. Deuxième condition, il faut que le assez de Locke, et le refus du gaspillage, que Locke avait lui aussi énoncé, soit véritablement implémenté tout du long. Pas seulement avant l'invention de la monnaie, mais tout du long. C'est-à-dire qu'en effet, ce soit pour les besoins fondamentaux de l'humanité, pas pour le luxe, pas pour le superflu, qui priverait les autres de l'accès aux biens premiers. Troisième condition, qu'on en prenne possession, non par une vaine cérémonie, alors ça c'est le moment locquien, mais par le travail et la culture. Mais par le travail et la culture. Et donc, sur ce point-là, Rousseau reste d'accord avec Locke. Pas seulement le droit du premier occupant, mais véritablement l'appropriation par le travail et la culture. Rousseau insiste là-dessus pour se démarquer de toutes les conceptions sophistiques de la colonisation et de sa justification. Il écrit « Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s'en prétendre aussitôt le maître ? Comment un homme ou un peuple peut-il s'emparer d'un territoire immense et en priver tout le genre humain, autrement que par une usurpation punissable, puisqu'elle ôte au reste des hommes le séjour et les aliments que la nature leur donne en commun. » Donc, conclusion, si on veut, sur ce point, pour que l'usage du droit ne se convertisse pas en instrument de domination, en instrument d'oppression, en instrument de spoliation et d'exploitation, Rousseau insiste sur les conditions qui justifient la propriété privée, qu'il justifie par ailleurs. Ces conditions sont d'une part, on pourrait dire en Europe, que la puissance publique puisse toujours être en quelque sorte l'instance qui décide de la régulation et éventuellement, s'il le faut, on pourrait dire, alors c'est compliqué, c'est par l'impôt, mais bon, il y a des techniques, de la redistribution, de telle sorte que le droit à l'existence, le droit à la conservation, que Locke avait déjà énoncé, soit effectif et pas seulement imaginaire. Et deuxièmement, pour ce qui s'agit des nouvelles terres, pour ce qui concerne les nouvelles terres, eh bien, effectivement, ne conquérir que des terres réellement vacantes, et pas seulement superficiellement vacantes. Alors, cette question de la colonisation, elle m'amène à mon troisième et dernier point. Que fait-on, en effet ? Parce que Rousseau nous dit, finalement, il faudrait aussi peut-être limiter le commerce international pour éviter aussi, voilà, peut-être que certains peuples se rencontrent et rentrent en conflit. Bon, il y a toujours des risques de guerre quand on se rencontre. Que fait-on lorsque le commerce international est quelque chose que l'on valorise effectivement et que l'on considère que les peuples sont voués à se rencontrer et voués à se communiquer? Et ça, c'est véritablement le moment que Kant, en quelque sorte, va explorer, et il va ajouter une dimension que Rousseau, lui, n'avait pas introduite. Et c'est la dimension de ce qu'il appelle le droit cosmopolitique, le droit des citoyens du monde, le droit de tout individu qui habite sur la Terre. Et Kant va aller en un sens de ce point de vue plus loin, puisqu'il va dire que le fait de la possession originaire commune de la Terre par l'humanité a des conséquences juridiques, non seulement à l'intérieur de chaque État, non seulement au niveau du droit international, du droit entre les États, mais au niveau du droit cosmopolitique, du droit des hommes en tant que citoyens du monde. Et ce droit cosmopolitique, c'est une idée absolument incroyable, consiste à dire que pour que l'Europe ne puisse pas s'introduire sur des terres étrangères par le biais du commerce international et ne puisse pas coloniser abusivement des terres possédées par des indigènes, il faut impérativement une juridicisation du droit d'être étranger, c'est-à-dire du droit à l'hospitalité. Alors, ce droit à l'hospitalité, attention, ce n'est pas
un droit général à aller vivre n'importe où sur la Terre. Kant est beaucoup plus restrictif. Il nous dit, nous avons tous le droit de vivre quelque part sur la Terre. Quelque part, c'est-à-dire là où le hasard, où la nature nous a jetés. Nous avons le droit de vivre quelque part. Mais ça ne veut pas dire que nous avons le droit de vivre partout. Et il faut vraiment distinguer les deux. Ce que Kant essaye de nous dire, c'est que le droit d'être étranger, le droit à l'hospitalité, qui se convertit en devoir pour les peuples et pour les États, c'est un devoir qui est relatif à un droit de visite. Tout individu a le droit d'arriver sur une terre étrangère et ne pas être considéré comme un ennemi, ne pas recevoir des coups de canon, ne pas recevoir des coups de fusil, ne pas non plus recevoir des arcs et des flèches d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, la question est de savoir, voilà, jusqu'où va ce droit? Pour Kant, clairement, c'est un droit limité. Le droit de long séjour, le droit de résidence, le droit de cité ne sont pas les mêmes que le droit de visite. Le droit de cité reste le privilège des États. Le droit de long séjour, le droit de résidence reste le privilège des États. Mais du moins, le droit de conjurer l'hostilité, le droit à l'hospitalité est un droit universel. Il est attaché juridiquement, et pas seulement moralement, au statut de citoyen du monde. Alors, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, mais je vais essayer de conclure rapidement à partir de ce que nous pouvons peut-être aujourd'hui essayer d'envisager à partir de cet héritage des Lumières. On est plus de 200 ans plus tard, évidemment, il ne s'agit pas de transposer directement et sans médiation ces réflexions. Aujourd'hui, de nombreux philosophes politiques s'interrogent sur la propriété comme condition de la liberté. Si on n'a pas de propriété, que ce soit foncière ou mobilière, on risque de ne pas pouvoir accéder à la liberté. Et finalement, le risque, ce qu'avait bien vu Rousseau et d'autres, c'est que d'être sans propriété, d'être dépossédé, c'est finalement d'être soumis. C'est pas seulement d'être pauvre, c'est pas seulement d'être exclu, mais c'est d'être soumis, d'être dominé, d'être soumis à la volonté discrétionnaire et arbitraire d'un autre. Et être soumis à la volonté discrétionnaire ou arbitraire d'un autre, donc, c'est ne pas pouvoir accéder aux conditions de la liberté, et donc de la citoyenneté. Et donc, de nombreux philosophes, et je voudrais rendre hommage ici à Catherine Colliot-Tellen, qui nous a quittés récemment, une grande philosophe qui a beaucoup travaillé sur des penseurs, sociologues, philosophes allemands, et notamment sur Kant et sur ces textes de Kant, vient d'écrire un livre, enfin juste avant son décès, qui s'intitule « Le commun de la liberté, du droit de propriété au devoir d'hospitalité ». Et précisément, c'est ce qu'elle défend dans ce texte. Évidemment, nous ne pouvons pas, en quelque sorte, et elle-même ne le défend pas, proposer une terre sans frontières, l'abolition des États. Comme disait Kant, le monde, la terre, va rester dominé par une pluralité des États avec leurs frontières, avec leur souveraineté. Mais on peut dire que le fait que la terre ait été originairement un bien commun, qu'elle ait originairement été commune à l'humanité, ce fait-là nous oblige. Ce fait-là nous oblige non seulement moralement, mais politiquement et juridiquement. Et ce fait-là nous oblige parce qu'en fait, nous avons à préserver non seulement le renouvellement des ressources, non seulement le renouvellement des écosystèmes et des habitats de la Terre, mais nous avons aussi à nous préoccuper du sort, et c'est ce que disait Raphaël Larère à l'instant, juste avant moi, du sort de ces réfugiés climatiques qui, en quelque sorte, vont être jetés sur les routes, et qui ne pourront pas rester là où le hasard ou la nature les a initialement jetés. Cet arbitraire de la naissance, il a désormais un poids presque à nul autre pareil. Ce n'est pas seulement le risque de tomber dans un pays pauvre, et c'est déjà un arbitraire quand même extrêmement violent, ce n'est pas seulement le risque de tomber dans un pays en guerre, mais c'est le risque de tomber dans un pays qui, potentiellement, va peut-être disparaître, et donc d'être lancé quasiment apatride sur les chemins et les mers du monde. Et donc, de ce point de vue-là,
on pourrait dire que la possession originaire de la terre était un bien commun. Elle ne l'est plus, elle ne peut plus l'être, et elle ne le sera plus jamais. Je crois qu'il faut se mettre d'accord là-dessus. Il pourra toujours exister des biens communs, et des biens communs, notamment en Italie, vous connaissez peut-être ce grand mouvement voilà, des bene comuni, c'est inscrit maintenant dans le droit, notamment sous l'impulsion des communautés interurbaines, notamment à Bologne et d'autres. Donc oui, nous aurons des biens communs, mais la terre ne sera plus jamais un bien commun. Et de ce point de vue-là, la seule chose que nous pouvons dire, c'est que nous sommes obligés, non seulement moralement, mais politiquement et juridiquement, à offrir en effet l'asile, non seulement aux réfugiés politiques, mais aussi aux réfugiés climatiques, qui n'ont plus véritablement de lieu où être jetés par hasard ou par la nature sur la terre. Je vous remercie. La séance des questions est ouverte. Peut-être que vous pouvez vous lever parce qu'il n'y a pas de micro. Ah, voilà, il arrive. Merci. Je voudrais faire quelques remarques concernant le droit de propriété, qui actuellement est consacré par un acte de propriété qui nous donne en particulier le droit de disposer d'un bien, mais il y a un deuxième propriétaire dont vous n'avez peut-être pas parlé. C'est l'État qui, à travers l'impôt foncier, fait de nous non plus un propriétaire, mais un locataire de la terre. Chaque année, nous payons un loyer à l'État. Et l'État a des droits sur ce bien, qui sont soit le droit d'appropriation à travers le droit de préemption en premier, et deuxièmement, l'expropriation. Donc, ce n'est pas aussi net en termes de propriété qu'on le voit au premier chef. Oui, merci, ça me permet de préciser. Je n'ai pas eu le temps de rentrer dans ces questions qui sont essentielles. Le droit de propriété ne peut pas être conçu comme un droit absolu, inconditionnel et despotique, d'user et d'abuser totalement des choses, des biens, des terres. Et dans un État, c'est la différence entre l'état de nature, l'état prépolitique de l'humanité et l'état civil, l'état dans lequel nous vivons, où il existe des lois, tous les biens sont soumis, et en particulier les terres, sont soumis à un certain nombre, on pourrait dire, effectivement, de droits de préemption, de régulation. Alors, il y a toutes sortes, je ne suis pas du tout spécialiste de droit civil, ni de droit des biens, de droit des terres, mais il y a on peut avoir une servitude sur sa terre. Et ça, la servitude, voilà, c'est même pas seulement l'État, c'est aussi au bénéfice d'autres éventuellement propriétaires. On peut avoir... Donc, il ne faut surtout pas se donner l'illusion de croire, mais en fait, il n'y a pratiquement aucun auteur qui l'a défendu de cette manière aussi naïve, sur laquelle le droit de propriété est un droit unilatéral, absolu et inconditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors qu'on vit dans un État, il y a des conditions de possibilité de la propriété. Et donc, si vous voulez, l'État peut avoir un droit de préemption, l'État peut avoir un droit d'expropriation, c'est quand même régulé, c'est quand même pas... Si vous voulez, la grande différence, le combat, par exemple, des auteurs qui m'intéressent, notamment, voilà, c'était le cas chez Locke, c'est le cas chez Montesquieu, le risque à l'époque, c'était celui de l'État absolutiste. Et l'État absolutiste était vu éventuellement comme un État susceptible de spolier aussi. Mais alors, spolier les possédants, cette fois-ci, pas spolier les dépossédés. Et donc, si vous voulez, il y a eu tout un combat au XVIIe et au XVIIIe siècle contre le risque d'appropriation abusive par la couronne. Et donc, toute une série de réflexions sur voilà, le domaine royal, la question du domaine royal. Et ensuite, lorsqu'on est passé en République, après bien des soubresauts qui dureront plus d'un siècle en France, eh bien, toute la question est celle, effectivement, que l'État, du droit de l'État sur les propriétés.
Donc évidemment, il y a toute une série. La propriété, on la conçoit depuis un certain temps comme un faisceau de droits, un bundle of rights. Il y a des auteurs qui ont théorisé ça. Donc ce n'est pas un droit univoque, unilatéral et absolu. Alors évidemment, on parle de droit d'user, d'abuser ou d'aliéner sa propriété, mais en réalité, il y a des règles, évidemment, il y a des lois. La communauté politique édicte des lois qui font que la propriété n'est jamais absolue. De même que la liberté n'est pas absolue. Rien n'est absolu. Il y a eu ce débat sur la vaccination, on ne va pas relancer les vieilles antiennes, mais bien sûr, quand on vit en collectivité, on n'a pas de liberté naturelle et inconditionnelle. C'est fini, ça. Donc dès lors qu'on entre, on a un contrat social, propriété, liberté, tout est conditionné. La question est de savoir quelles sont les conditions et qui en décide. Normalement, en République, c'est le peuple qui est, en un sens, maître des conditions. Donc voilà, mais tout est conditionné. Merci. Je voudrais savoir quelle place vous accordez aux nomades dans toutes ces justifications. Parce que je pense aux Indiens d'Amérique qui avaient des terres de chasse d'hiver et d'été. Il suffisait d'arriver sur les terres d'hiver pendant qu'ils étaient sur les terres d'été et vice-versa. Et le tour était joué et ça a été quand même très souvent fait. Alors comment penser un droit pour le nomade ? Alors, merci beaucoup. C'est une question très difficile. Je ne vais pas pouvoir y répondre de manière directe. Mais disons qu'en tout cas, la question de la diversité des formes de société, c'est une question qui a été justement au cœur des réflexions des auteurs qui m'intéressent ici. Et en particulier, cette analyse de ce que signifie le nomadisme, ce que signifie la propriété ou l'absence de propriété pour les peuples chasseurs-cueilleurs, pour les peuples pasteurs et ensuite pour les peuples agriculteurs et commerçants, elle est par exemple au centre de l'analyse de Montesquieu dans l'Esprit des lois. Et ce qu'il affirme, alors on pourrait le discuter, c'est qu'en effet, les peuples chasseurs-cueilleurs n'ont pas besoin de l'institution de la propriété privée. Et qu'on commence à se poser la question de la propriété, alors privée ou du moins commune, à partir du moment où on en arrive à la question de l'élevage. Et où il y a une forme de stabilité, effectivement, avec le fait que le bétail peut être un butin, et donc il faut peut-être concevoir un partage. Et là, on commence à se poser la question du partage, de la distribution, il commence à y avoir des litiges, il faut un droit civil. Mais cette question de savoir à partir de quand il faut un droit civil pour trancher les litiges sur la propriété, c'est une question qui s'est posée. Après, moi, aujourd'hui, je suis incapable de vous dire quel droit il faut pour les communautés nomades. Ça, c'est une question qui me dépasse complètement. Mais je pense que le problème se pose à partir du moment où la sédentarité devient le mode dominant, entre guillemets. Et où, du coup, la question qui se pose, c'est plutôt celle, entre guillemets, de la protection de peuples et de modes de vie de certains peuples qui ne vivent pas sous le mode majoritaire. Et dans ce cas, la question est de savoir est-ce qu'il faut des espaces protégés, est-ce qu'il faut, entre guillemets, des servitudes dans les espaces qui sont appropriés ou pas. Ça, c'est une question très difficile, et vous avez raison de la poser. C'est une question fondamentale. J'aimerais mettre en avant le fait que dire qu'un commun absolu et universel est impossible, et donc que la conception de l'État-nation est la seule cohérente, revient à accepter la guerre, la haine, etc. Parce que seul le commun universel, qui est certes complexe à mettre en place, pourra mettre fin à la guerre, à la haine et à tous ces maux-là. Et je le dis en étant touché, parce que moi je suis tzigane, je viens d'un peuple donc qui est nomade, et qui est dépossédé de la terre en tant que propriété privée. Et sincèrement, on ne peut pas accepter cela. Certes, d'un point de vue pragmatique, c'est très compliqué d'instaurer une société sans frontières, mais elle est souhaitable. Et on se doit, en tant qu'être humain, qui ne font qu'un, de construire cette société. Mais bien sûr, c'est complexe, mais ce sera la seule barrière à la haine et aux guerres. Parce que tant qu'il y aura des États-nations, les guerres proliféreront. On le voit aujourd'hui. Merci. Alors, je voudrais quand même dissiper un malentendu. Je ne suis absolument pas quelqu'un qui défend l'État-nation. Donc, mon dernier livre est en fait une critique du souverainisme. Donc, je suis aux antipodes de la défense de l'État-nation comme telle. Si vous voulez, la question, il faudrait des heures pour commencer à la traiter. Mais pour moi qui défends, par exemple,
l'Europe, disons l'Union européenne, et l'idée selon laquelle il faut justement surtout pas conserver, disons, se crisper sur la souveraineté à l'échelle de l'État-nation. C'est-à-dire, je pense que vous avez raison, il faut des communautés régionales, en tout cas, pour pouvoir commencer à travailler sur les conditions de ce que les auteurs sur lesquels on travaille, Kant par exemple, appelaient la paix perpétuelle. Alors la paix perpétuelle, c'est un but, c'est évidemment pas quelque chose qu'on va effectivement atteindre, ça on est d'accord, mais c'est un but, c'est une tâche, c'est un idéal régulateur, c'est quelque chose que l'humanité doit se proposer comme fin. On ne peut pas ne pas se proposer comme fin la paix perpétuelle, même si on sait pertinemment que les causes de guerre sont peut-être anthropologiques et peut-être même que la libération des frontières ne suffira pas à abolir les causes de guerre. Il ne faut pas non plus imaginer trop tôt qu'on pourra s'en débarrasser. Mais en tout cas, quelles que soient les causes qu'on assigne à la violence interétatique, entre les peuples ou entre les petites communautés, il est certain qu'il peut y avoir des responsabilités propres à l'État-nation. Moi, je ne suis pas sur la ligne de certains politistes comme Joseph Carens, qui est celui qui défend, par exemple, l'abolition des frontières. Alors, il faudrait du temps pour vous donner toutes les raisons pour lesquelles, et ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais c'est une question, disons, qui est très, très difficile. On peut souhaiter, théoriquement, l'abolition des frontières et un monde sans frontières, et on peut considérer que politiquement, ce monde n'a quasiment aucune chance d'advenir. Et je voudrais même y rajouter quelque chose, c'est que pour quelqu'un comme Kant, par exemple, le risque, si on abolit la diversité, si on abolit la pluralité des États, le risque, c'est finalement un despotisme mondial. Si vous avez un État mondial, le risque, c'est que cet État soit, comme il dit, un despotisme sans âme. Et en fait, il y a dans la pluralité des États, y compris dans leur rivalité peut-être, quelque chose qui entretient une vitalité dont on peut espérer qu'un jour, elle, disons, s'apprivoise, et qu'en effet, on peut essayer de réfléchir aux conditions, à la meilleure manière d'apprivoiser la violence et les risques de guerre. La solution n'est pas nécessairement un État mondial ou une anarchie mondiale. Et ça, je pense qu'on a intérêt à réfléchir soigneusement à ce qui nous paraît être effectivement la meilleure voie pour y parvenir. Et de mon côté, je défends l'Union européenne et la Fédération des républiques comme une des voies, dans le sillage d'ailleurs de Kant, qui me paraît la plus raisonnable et la plus crédible. Quels sont les philosophes aujourd'hui contemporains qui se positionnent sur ces questions et qui nourrissent le débat et qui peuvent aussi nourrir notre questionnement? Merci. Merci beaucoup. Alors, ça a été mentionné tout à l'heure, le livre en France qui a eu beaucoup de succès, en France, parce qu'à l'échelle mondiale, c'est autre chose, mais en France, c'est le livre de Christian Laval et Pierre Dardot qui s'appelle « Commun », alors essai sur la Révolution au XXIe siècle, qui est un livre un peu une somme, un peu très érudite. Alors, il y a un chapitre sur le droit romain, il y a un chapitre sur le droit anglais, la common law, voilà. Mais finalement, ils ont des propositions assez générales et ça a été beaucoup, beaucoup discuté. Mais bon, c'est un exemple d'une référence, si vous voulez, et eux, ils ont toute une bibliographie. Après, vous pouvez aller enquêter dans le détail. Catherine Larère, qui est là, a écrit plusieurs articles. Elle pourra vous donner la référence sur le commun, les biens communs. Et effectivement, il faut distinguer tout ça. Se demander si on protège mieux la nature en fait en faisant par exemple des parcs nationaux, des réserves naturelles, ou au contraire, avec d'autres pistes pour mieux préserver l'habitat avec les communautés locales qui préservent leurs paysages, etc. Donc vous voyez, on a vraiment des débats très très riches aujourd'hui, aussi bien dans le domaine de l'écologie que dans le domaine de la philosophie des migrations, que j'ai plus abordé, pour se demander effectivement que faire de nos frontières, que faire de nos propriétés, de leurs murs et de leurs enclos. Je vous remercie.